Chers amis, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée sur l'intelligence artificielle que la professeure Laurence Muller a bien voulu accepter de réaliser pour nous. Je signale que sont présents parmi nous, outre les légionnaires des différents arrondissements de Paris, et la moitié déjà sont représentés, d'autres associations culturelles, notamment du 5e arrondissement, comme la Montagne Sainte-Geneviève, le comité quartier latin. Donc, citer les différentes associations présentes, notamment au niveau des personnalités. Je voudrais saluer la vice-présidente du Conseil national des femmes, la vice-présidente du 15e arrondissement, Monsieur Messias, qui est arrivé, qui est président d'une association d'anciens combattants. Je vois le secrétaire général du comité quartier latin. Bien. Nous allons traiter de l'intelligence artificielle ce soir. Menace ou atout au niveau des nouvelles technologies. Eh bien, c'est ce que vous allez nous dire, mais avant, je souhaite évidemment que vous soyez présentés et je vais demander à Sylvaine Neveu, membre de notre bureau, d'effectuer cette mission. Merci Jacques. Alors, même si je l'ai écrit, mais ça fait un moment qu'on a préparé cette conférence, donc je l'ai écrit, pas par ChatGPT, et ça a été relu par un humain, puisque tu l'as relu toi-même, Laurence, et je t'en remercie. Donc Laurence est professeure et chercheuse en informatique appliquée aux sciences sociales à Sorbonne Université et au CNRS LISM, où elle a une chaire en IA humaine avec 2 A, c'est Human Machine Effective Interaction and Ethics, cette dimension éthique, et je pense très très importante, on verra dans ton exposé, pour toi. Donc ces domaines de recherche portent principalement sur l'interaction homme-machine, la détection des émotions, le dialogue oral et la robotique affective et interactive. Elle est présidente, donc tu es présidente de la Fondation Blaise Pascal de médiation en mathématiques et informatique. Plus de 200 publications internationales, des essais, des romans, des robots et des hommes, parus en 2017, les robots émotionnels, parus en 2020, et une pièce de théâtre avec 2 experts que tu as coécrit avec 2 experts d'IA, qui est Garotia, j'espère que je prononce bien, parce que je ne suis pas encore allée voir la pièce, mais j'espère bien y aller, et elle est jouée à Paris mardi à 19h30 sur la scène parisienne jusqu'au 31 décembre 2024, donc il nous reste encore un petit peu de temps, mais dépêchons-nous. Tu es chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2020. Donc la conférence, vous avez le titre ici, IA et interaction homme-machine, enjeux technologiques et éthique. Et pas tout dévoilé, mais donc t'appuyer sur ces recherches scientifiques qui visent à la fois à utiliser l'IA pour faire progresser la connaissance, apporter des solutions concrètes dans le domaine de la santé notamment. Tu aborderas l'étape des réflexions sur les questions que pose l'accélération des mises en application de l'IA par les GAFAM en particulier. Et donc après un tour d'horizon sur les concepts que certains connaissent et d'autres peut-être un peu moins, tu aborderas la loi sur l'IA, les normes, l'éthique, des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur pour une utilisation de l'IA respectueuse de l'humain dans toute sa diversité. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Comme vous le souhaitez. C'est mieux? Vous m'entendez? Alors merci pour cette invitation, pour vous parler d'IA et effectivement d'IA avec cette dimension à la fois d'augmentation, on l'entend un peu partout, d'augmentation de l'humain. Je dirais que moi je veux changer de paradigme, je ne vais pas parler d'augmentation de l'humain, mais d'amélioration de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche? C'est que je pense qu'en ce moment on se trompe de paradigme. On est en train de dire que l'intelligence artificielle va être capable de raisonner comme un humain, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ce qui ne sera pas avec cette technologie d'IA générative que nous avons dans les mains depuis ChatGPT. C'est pas ça que nous modélisons, c'est pas ça qu'il faudrait comprendre. C'est surtout en fait l'IA dans son écologie, c'est-à-dire nos interactions avec l'environnement, qui sont intéressantes à modéliser. C'est pas tellement comme on pense un humain. D'ailleurs, on ne sait pas bien quel est le substrat d'avancée. Donc changeons de paradigme. Au moins pour cette soirée, essayez de me faire confiance pour cela. Donc on ne va pas parler de super intelligence ou d'intelligence artificielle telle que les humains, parce qu'on ne sait pas définir intelligence, c'est un mot polysémique, c'est très compliqué. D'ailleurs Turing ne s'était pas aventuré non plus là-dedans, il avait fait ce test de Turing, mais pas du tout une description de ce qu'est l'intelligence. Donc il est important de comprendre que cet outil peut nous permettre de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre aussi ce que nous sommes, et sans doute, en cela, améliorer peut-être notre façon de consommer, de consommer l'énergie, d'être avec les autres, et de construire un monde où ça serait plus juste, plus équilibré. Mais comme on ne pose pas le problème dans ces termes, mais qu'on le pose plutôt en super intelligence et que on est tous isolés face à cette super intelligence, les gens ont peur. Or, il est définitivement pas connu que la peur n'a jamais ouvert l'esprit. On parle même de lapins pris dans les phares des voitures. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un a peur. Donc, il est urgent de revenir à quelque chose d'un peu plus pondéré sur le potentiel de ces objets, même s'ils ont un potentiel énorme. Mais c'est un potentiel qui n'est pas celui que l'on décrit. Et lorsque OpenAI nous dit demain, avec plus de données, j'aurai quelque chose qui serait de l'ordre de l'esprit humain, non. Arrêtons de croire, c'est pas le cas. Alors, je ne pense pas que dans la salle d'érudits devant laquelle je parle, vous soyez beaucoup à le croire, mais je ne sais pas quelles sont vos connaissances sur ces sujets. Donc je vais essayer de dresser un peu l'origine, en fait, de l'intelligence artificielle assez rapidement, et puis de passer à ces concepts majeurs qui sont utilisés en ce moment, qui sont l'IA prédictive pour détecter par exemple des formes de cancer de façon précoce, et puis l'IA générative qui vont nous permettre de parler avec une machine. Qu'est-ce que c'est que le langage utilisé pour parler avec une machine? Bon. L'intelligence artificielle, elle n'est pas arrivée en 2022 dans les mains de tout le monde. Elle était là depuis 80 ans. L'origine, en fait, c'est il y a très longtemps, avec les prémices de Turing, qui dit vouloir modéliser une machine qui peut penser. Il y a aussi, vous verrez, j'ai un autre visuel plus tard qui montrera l'origine de la modélisation neuronale. Puisqu'on dit cette machine nous ressemble, elle imite notre cerveau, ce qu'il faut, elle imite en fait d'une certaine manière la façon dont on encode des données, mémorise dans son cerveau, mais de façon assez approximative. Donc on verra le modèle du neurone formel, qui était proposé par deux biologistes américains en 1937. On va parler de plasticité cérébrale. Toute notre vie, on apprend. L'apprentissage, c'est une modification des connexions qui vont être plus inhibées, d'autres contrats qui vont plus pousser le signal. Et c'est en fait cela qu'on va essayer de modéliser dans un réseau de neurones artificiels, de façon extrêmement simplifiée. En 1956, ce terme intelligence artificielle est proposé lors d'une conférence de chercheurs. Ils ont un espèce d'idéal d'aller essayer de faire une machine qui aurait des capacités cognitives proches de l'humain,
décider, traduire, enfin, des tas de choses que l'humain sait faire plus ou moins bien. Et il y a d'ailleurs un paradoxe que j'aimerais bien pousser devant vous tout de suite, c'est le paradoxe de Moravec. Alors, il est un peu remis en question parce qu'il est peut-être trop simple, mais cette idée quand même simple, elle est intéressante. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour une machine est facile pour un humain, et ce qui est facile pour une machine est difficile pour un humain. En gros, la machine, elle calcule, et si je demande, je sais pas moi, 1,9 million, enfin, je prends des chiffres compliqués, vous n'allez pas arriver à faire une simple multiplication parce qu'il y a trop de choses à gérer, enfin, certains d'entre vous peut-être, mais la majorité non. Or, la machine, c'est faire ça très facilement. Une calculatrice, ça calcule très bien. Ce que c'est très bien faire un humain, c'est s'adapter. S'adapter en toutes choses. Mais même prenez, je sais pas moi, un plombier. Le plombier s'adapte à toute situation, à tout lavabo, à toute pièce, en allant chercher de façon intelligente comment il pourrait réparer. Ce qu'un robot n'est incapable de faire. Parce que c'est très compliqué l'espace qui nous entoure. Donc à l'heure actuelle, on vous dit que ces machines sont aussi intelligentes qu'humains. Oui, mais elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas de connaissances situées, elles n'ont pas de sens commun, elles n'ont pas d'informations temporelles. Donc elles ne savent pas ce que c'est aujourd'hui, demain, hier, ces concepts qu'on manipule facilement. Et elles n'ont pas non plus de notion spatiale. Donc en gros, mettre quelque chose de très gros dans quelque chose de très petit, ça n'a jamais gêné ChatGPT. Sauf qu'on lui pose rarement ce genre de questions. Mais si on est habile et qu'on s'interroge à regarder comment il va répondre, on peut très facilement le mettre à défaut. Donc il est urgent de remettre, je vous dis, un vrai sujet qui est l'humain, dans sa collectivité, développe des outils de plus en plus complexes. Et il ne faudrait pas devenir esclave de ces objets parce que certains en prennent finalement la commande, la gouvernance. Donc il est important de démystifier. Il est important de ramener à sa juste valeur ces objets, ces process nécessaires avec de l'intelligence artificielle. Et comme on l'a vu là dernièrement, grâce au prix Nobel en physique et en chimie, il y a un potentiel scientifique énorme. Mais les cerveaux qui regardent ces systèmes, comme Cédric Villani ou d'autres, n'ont absolument aucun problème à discerner ce qui peut être vraisemblable ou pas, ou les bonnes idées à travers ce que proposent ces machines. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la société. Déjà, ces machines parlent mieux que beaucoup d'entre nous. Elles font moins de fautes d'orthographe, elles ont une connaissance plus large, mais c'est un peu comme une encyclopédie. Vous ne connaissez pas toute l'encyclopédie. La machine, d'ailleurs, ce n'est pas l'encyclopédie qu'elle a avalé beaucoup de choses de diverses natures, dont on ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc il faut relativiser, à la fois pour devenir des vrais utilisateurs de ces outils d'IA en pensant qu'il y a énormément de potentiel, mais pas ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que ça ne remplacera pas le cerveau humain, ni l'intelligence collective que l'on doit absolument préserver. C'est comme ça qu'on arrive à monter les choses. Et si je reviens à la recherche, même les Einstein, même les Galilée, même tous ces grands chercheurs qui ont proposé des nouvelles idées, ils les proposent, mais ils ne sont pas uniques. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une communauté de gens qui adhèrent à leurs idées. C'est comme ça que monte la science. Et donc du coup, c'est important de comprendre que le collectif a une importance énorme. Donc là, on a à jouer vraiment très vite dans la société cette idée de ne pas avoir peur, de commencer à réfléchir calmement au potentiel de ces objets, qui ne sont pas utiles partout. Tout le monde nous dit on met de l'IA partout, ce n'est pas le cas. Et que ce paradigme dont je vous parlais au début, qui est de dire on va peut-être améliorer l'humain grâce à ces connaissances qu'on arriverait à obtenir avec ces machines qui, qu'est-ce qu'elles ont plus que nous? Elles voient des choses en grandeur, c'est-à-dire énormément de cas, si je pense à un médecin, et elles les regardent d'une façon qui n'est pas humaine, c'est-à-dire avec une acuité qui peut être très différente. Pour les radiographies de cancer, par exemple, ce sont des signaux qu'on appelle faibles, c'est-à-dire des signaux répétés, donc beaucoup de clichés, mais que l'œil humain ne perçoit pas comme quelque chose de particulier. Or, la machine peut le déceler. Donc c'est une acuité différente sur une grande masse de données. C'est ça qu'elle nous apporte l'IA et qui est surhumain. Donc
Au lieu de dire qu'au lieu de comparer à l'humain, on va pas dire c'est surhumain, c'est autre chose. C'est du calcul et c'est un ensemble de données massives. Mais en aucune manière, ça va nous remplacer, parce qu'en quoi on est très bon, nous? Eh bien, dans l'adaptation rapide, dans le fait, peut-être, de décider de quelque chose très peu probable, mais très moral. On va décider comme ça. Ce que ne peut absolument pas faire ces objets qu'on a dans les mains, comme ChatGPT, incapables. Aujourd'hui, avec les outils que nous avons, on en est au début. Il est incapable, cet outil, de prendre quelque chose de peu probable, puisque son algorithme est optimisé sur justement regarder ce qui arrive toujours en grandeur statistique. Donc c'est l'inverse. Il ne fait pas, il n'a pas d'ordre moral, ni d'autres types d'information, d'éducation, qui fait qu'il va choisir. Il ne raisonne pas. Il ne fait qu'un algorithme qui lit tout ça. Je vais vous l'expliquer un peu après. En 87, ce petit carré jaune, là, c'est quand je commence la thèse. Donc j'ai commencé la thèse, j'ai fait une thèse avec des réseaux de neurones, justement. Des modèles d'apprentissage tels que j'essaie de vous les présenter ce soir. Pourquoi faire? Pour faire de la reconnaissance de la parole. Et en fait, j'ai fait un décodage du signal en phonème, dans les sons de la langue. Et ce que j'ai pu prouver pendant ma thèse, déjà, c'est que ça marchait mieux que les modèles qu'on avait sur le moment, qui s'appelaient des modèles de Markov cachés. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît cette chose. Mais en tout cas, j'avais pu prouver que ça marchait mieux. C'était une discrimination plus fine, où ça vient rappeler ce que je viens de dire sur les signaux faibles. Mais par contre, ça prenait 1 mois sur un VAX. Donc c'était pas du tout du temps réel, il n'y avait pas la puissance de calcul pour qu'on en fasse beaucoup. Et même dans mon laboratoire du CNRS à Saclay, on me dit « oulala, il va changer d'objectif, parce qu'avec ces systèmes, on n'ira pas très loin. » Vous voyez à quel point on en est loin maintenant. Et donc tous ceux qui m'avaient dit à l'époque qu'il faudrait mieux changer, font cela maintenant. Ils utilisent des réseaux de neurones. Alors, en 97, quand Deep Blue, IBM, Garry Kasparov aux échecs, c'est pas exactement avec les mêmes systèmes qu'actuellement, mais déjà on se dit waouh, c'est intelligent. Parce que quand on était à un âge, on envoyait un CV, on mettait joue aux échecs. Quand on jouait aux échecs d'ailleurs, c'était une preuve d'intelligence. Or là, la machine bat les grands challengers, les grands comme Garry Kasparov aux échecs. 2015, AlphaGo, un autre challenge, en Asie, c'est très important, on se reçoit les uns des autres, c'est une forme d'accès à un niveau social intéressant, intellectuel, c'est-à-dire qu'on s'invite pour jouer au Go. Et lorsque les Américains et les Anglo-Saxons, puisque c'est Google DeepMind qui travaille sur AlphaGo, propose cet algorithme qui va battre des grands champions de Go, il y a une espèce de camouflet pour le monde asiatique qui va immédiatement mettre beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est un hasard, moi je ne vois pas un hasard, je pense qu'il y a quelque part cette idée qu'on a bafoué un jeu qui socialement avait un certain niveau d'intérêt intellectuel dans la société. Donc, c'est la première fois aussi, dans ces années-là, 2015, je suis invitée à la télévision avec 2 chercheurs de Saclay. Et on nous demande, alors c'est le regretté, comment il s'appelle déjà, Jean-Pierre Elkabbach, qui nous demande qui va gagner, l'humain ou la machine. Nous sommes déjà dans cette compétition et tout le temps j'entendrai toujours cette petite chansonnette, quand est-ce qu'on va être remplacé? Qui est supérieur? L'intelligence de cette machine ou vous? J'ai l'impression que dans des films de science-fiction, bien non, ça se passe aujourd'hui tout le temps sur tous les plateaux de télévision. On a ce genre de questions. Alors, on est 3 chercheurs, les 3 chercheurs, il y était 2 d'INRIA, moi j'étais du CNRS, et on dit bah non, c'est la machine qui va gagner. C'est normal, c'est un jeu, on connaît toute la façon de bouger les pièces, il n'y a pas de problème d'espace, de compréhension du contexte, c'est très fermé un jeu. Même s'il y a des milliards de possibles, c'est très fermé. Et donc c'est possible que la machine fasse beaucoup mieux. Et j'ai la chance de rencontrer un jeune champion de Go, à nouveau, qui, dans un interview, qui me dit avoir travaillé pour Google DeepMind. Alors je lui demande, alors ces coups magiques dont on a parlé partout dans la presse, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, bah, ça développe à 63 coups. Ah, c'est pas mal, 63 coups dans toutes les productions. Alors je lui demande, mais vous
développé à combien de coups? Il me dit à 50. Ah wow, vous avez fait quoi? Maths sup, maths C? Non, non, non. Il avait fait Go, repéré très très jeune, avec cette capacité de calcul très impressionnante. Et donc, il me disait, mais je fais ça à 50 coups, mais sur très peu de possible, alors que la machine, elle en voit beaucoup, et elle va encore plus loin que moi dans les meilleurs coups. Donc ça veut dire que c'est des treillis de possibles, et on arrive à trouver des solutions meilleures. Alors ce qu'il a eu comme remarque surtout intéressante, c'était qu'en ayant vu les coups qu'avait fait la machine, il m'a dit, j'ai appris des choses, et je joue mieux. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. C'est en ça que je dis, le paradigme devrait être autre chose. On peut améliorer nos connaissances, on peut améliorer notre façon de décider. Et 2022, hold up avec ChatGPT. Pourquoi hold up? Je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais pour avoir été dans des petits workshops aux États-Unis, à Paris, avec les grands constructeurs de ces objets, en 2021, il y avait Lambda de Google qui était présenté dans un petit workshop comme celui-là. Il y avait Yann Lequin qui présentait la dernière version de Meta avec son nouveau système. Il y avait OpenAI qui était à GPT-2. Et tous ces gens-là disaient que c'est très dangereux. Il faut faire attention, il y a une confusion possible avec l'humain. Ça serait dangereux de le mettre dans les mains de tout le monde. Okay. Très peu de temps après, ça arrive, incroyable, un cadeau de Noël, et tout le monde se met à jouer avec cet objet pour le démêler, pour le plus grand plaisir finalement des concepteurs d'OpenAI. Donc, tout ça va s'accélérer, l'IA générative et le chatbot, ça arrive en 2022, ChatGPT 4o, c'est multimodal, si vous lui parlez, ça répond à l'oral, 13 mai 2024, Moshi qui vient d'être disponible, on peut jouer avec Moshi, ça vient du laboratoire qui s'appelle Qtai en japonais c'est sphère, et Moshi c'est Moshi Moshi, allo. Et donc ce fameux système il est incroyable. Pour quelqu'un comme moi qui a fait du dialogue aux machines, il n'y a pas de latence, c'est-à-dire il n'y a pas d'attente pour que la machine réponde. C'est un peu comme un humain, on peut l'interrompre, on peut lui parler vivement, elle s'énerve, elle chuchote, elle fait des trucs que je n'avais pas encore vus. Maintenant, on peut facilement la mettre à défaut. Discutant comme ça, parce qu'elle a l'air comme ça d'être vive et tout ça, donc je peux y aller, et puis surtout, elle s'est mise en boucle en faisant I'm sorry. Elle parle pas anglais pour l'instant. Mais on aura une version bientôt en France. Alors, c'est une belle aventure avec Xavier Niel, avec Saadé, qui ont beaucoup investi sur ce laboratoire pour essayer de booster l'industrie, l'énergie que tout le monde met dans ce système, et pour essayer de construire quelque chose au niveau européen. Donc, essayons de suivre cette aventure, donc je pense qu'elle est judicieuse en ce moment. Très judicieuse parce que les plateformes sont américaines ou chinoises. Du coup, nous avons réellement besoin de comprendre mieux comment ça marche. Alors ils sont plutôt sur la compétition pour l'instant, c'est-à-dire aller plus loin, être au même niveau que OpenAI, etc. Et ils le sont déjà, je pense. Mais il va falloir les aider aussi, et je pense que l'environnement de recherche va aussi essayer de pousser des bonnes idées de comparaison, d'évaluation dans tous ces sujets. Parce qu'il y a quelque chose quand même de faramineux, c'est que tout le monde adopte petit à petit tous ces objets, et ils ne sont pas évalués. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une voiture pour l'évaluer, mais non. Normalement, on la teste, on vérifie que les roues tiennent, on vérifie qu'elle ne va pas exploser, mais là, non. On n'a pas d'évaluation, en fait. On voit que la loi sur l'IA, on en parle beaucoup, mais on n'a pas encore d'évaluation. Alors, à l'intérieur de ces IA génératives, il y a des larges langages modèles, des modèles de langage très grands, et je vais en parler. Ces machines, plus on les nourrit, plus on a l'impression qu'elles parlent bien dans notre langue. Elles peuvent parler plusieurs langues, elles peuvent traduire, elles peuvent résumer, elles peuvent faire des tas de choses qui sont assez utiles, je dirais, pour quelqu'un qui est en train d'écrire, que ce soit un journaliste ou pas. Après, il faut faire attention à ce que raconte cette machine, parce qu'il n'y a aucune vérification, et j'en reparlerai. Elle peut le faire à l'écrit, à l'oral, pour les nouveaux systèmes. Un agent conversationnel, c'est avant tout un système qui écoute une demande et qui va aller chercher une réponse dans une base de données ou un modèle, là, le gros modèle qu'on construit qui s'appelle le LLM, et puis générer une réponse.
fait de n'en faire qu'une seule, il y a un côté un peu manipulateur. Quand vous allez sur Google et vous faites une requête pour chercher quelque chose, vous avez plusieurs possibles. Certes, on dit qu'il y a aussi un hasard qui n'est pas un hasard, c'est que les gens payent pour être devant les autres. Mais quand même, il y a plusieurs possibles. Alors que là, on a une réponse. Donc, dans cette réponse, il faut se méfier déjà de savoir d'où elle vient. Comme une prothèse qui nous répondrait quelque chose. Les enfants, vous voyez, qui utilisent ça, ces outils, c'est comme des prothèses de langage. On dit, fais-moi ma rédaction, quel est le théorème untel, et puis la réponse de la machine, peut-être qu'ils ne sont pas en capacité, en fait, aussi, on ne les a pas entraînés, à essayer de comprendre ce qui est vrai ou pas vrai, ce que répond la machine. Donc c'est un sujet extrêmement complexe, je trouve, pour l'éducation. Ça sera mon fil rouge, si vous voulez bien. D'habitude, je parle plus d'éthique, mais je pense que le vrai sujet, à l'heure actuelle, c'est comment on va éduquer les jeunes à se méfier, et en même temps pas se méfier, vouloir créer aussi avec ces machines. Voilà. Donc c'est double. Et ça, c'est un sujet que je ne vois pas beaucoup pris en compte dans la société. Peut-être que la Silicon Valley l'a plus compris que nous, puisqu'ils envoient leurs enfants dans des écoles sans des chats GPT, tablettes et tout ça, avec un papier imprimé. Donc peut-être qu'on devrait se demander qu'est-ce qu'on fait, nous, avec TikTok, ChatGPT, tout ça, interdit soi-disant. Vous savez que même dans le travail, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et jusqu'à peu s'en cachaient. Donc ils utilisaient ces outils sans le dire. Donc il y a eu une petite révolution parce que dès qu'on parle de cette machine, les données s'en vont aux États-Unis ou chez Intel qui peuvent les utiliser. Donc il faut faire attention. Pas dire n'importe quoi. Il faut être quand même conscient du fait que quand vous travaillez avec tous ces outils, plateformes américaines, on a beaucoup dans les mains, que ce soit des méta, les réseaux sociaux, etc., toutes vos données peuvent partir. Quand Google vous écoute, c'est pas juste pour déclencher la machine, il écoute aussi. On a pu tous constater qu'on nous envoyait des publicités sur un ordinateur de choses qu'on n'avait jamais cherchées, mais on les avait dit à quelqu'un. Donc, il y a une écoute réelle. Et voilà, ils ont le droit d'aller collecter ces données. Un sujet compliqué, mais c'est comme ça. Donc cette machine nourrie par beaucoup de données arrive à généraliser certaines choses. Donc ça paraît assez brillant de pouvoir faire ça. Et en même temps, ça génère aussi des hallucinations. Alors ce mot hallucination, il est encore très mal choisi, parce que c'est pas du tout une hallucination, ça serait lui prêter une espèce de pathologie mentale, peut-être à cette machine, qui n'a pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'intention, pas d'émotion, rien du tout qui résonne. Et donc, ce n'est même pas une erreur, elle n'a aucune conscience de faire une erreur, il n'y a pas de conscience. Donc, elle génère des choses comme ça à la volée, et dans ce qu'elle génère, il y a du fatras, il y a des choses intéressantes, il y a des pseudo-connaissances, il y a un peu de tout. Donc, c'est là où il faut être un peu vigilant. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça s'est accéléré. L'ambition de QTAI, c'est d'avoir cette solution française et européenne. Et de plus en plus, depuis janvier de 2021, où je voyais GPT-2 de OpenAI, il y a eu cette accélération. En France, on a eu une très jolie idée, c'était de faire justement un énorme LLM qui s'appelait Bloom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bloom. C'était 1000 chercheurs du monde entier qui essayaient de travailler en open source pour essayer de comprendre comment on crée cette machine, quels sont ses défauts, quelles sont ses limites, etc. Et ça, Hugging Face était à la base, cette société qui est encore très utile parce qu'elle fait de l'open source, elle met à disposition des données et des modèles, et on peut tester comme ça un peu où on en est. Sinon, nous sommes devant non seulement des boîtes noires, que ce sont des réseaux de neurones, mais en plus des systèmes que les chercheurs actuellement ne peuvent pas interpréter du tout. Pas seulement à cause des mathématiques qui sont dedans, mais parce qu'on ne sait pas comment elles sont entraînées. Okay. Donc il n'y a pas du tout de transparence sur les OpenAI etc. Il y en a peu, il y en a quelques-uns. Alors, il y a Meta, QTAI, Mistral AI qui avait dit je suis transparent, puis finalement il est moins. Enfin bon. Ce monde est en train d'hésiter entre je mets tout en open source et je vends tout encapsulé. Alors, voilà. Donc c'est compliqué pour nous chercheurs de savoir, parce que d'habitude on a des papiers de recherche qui nous montrent à peu près où ils en sont. Et là, c'est d'une opacité terrible depuis un petit moment à cause de cette compétition mondiale où il y a un facteur d'économie fort et donc tout le monde cache un peu ses derniers trucs. Et il y a des trucs partout.
Donc il y a le gros LLM, donc il y a dessus beaucoup de données, je vais reparler. Et au-dessus, il y a des sparadraps, là, pour que ça n'hallucine pas trop. Parce que si je prends juste le cœur, ça hallucine beaucoup. C'est très instable. Donc on va s'en servir un peu partout, sans comprendre que c'est quand même très instable, et que je ne sais pas ce qu'on fait. Mais bon, si je veux démystifier l'IA, donc je rembobine tout, donc on revient en 1957, 55, donc il y a cette grande idée de travailler sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire modéliser à travers les machines des capacités cognitives de l'homme, la perception, l'aide à la décision, la génération, l'apprentissage. Ça va être ça la clé de tout. Apprendre à une machine à créer elle-même une fonction complexe. Et il y a beaucoup de différents algorithmes, je ne vais pas revenir sur tout, ça prendrait des heures, mais en ce moment, ce qui marche, ce sont les réseaux de neurones. Alors, ça tombe bien, c'est ce que je connais très bien. Je vais pouvoir vous expliquer en essayant de simplifier. Et il y a deux grands types d'algorithmes, on va dire, qui vont nous intéresser. Les IA prédictives, comme je l'ai dit, si vous retenez ça, retenez qu'on dit l'IA, ça ne veut rien dire, c'est une discipline, c'est très large, il y a plein de choses dedans. Retenez au moins IA prédictive, c'est-à-dire je détecte quelque chose, et IA générative. Donc, ces deux choses-là ont comme différence essentielle que l'IA prédictive ne va pas modéliser toutes les formes qu'elle voit, elle modélise la différence entre les formes qu'il faut qu'elle classifie en sortie du réseau. Si je lui dis reconnais-moi l'image, c'est un chien ou un chat là-dessus, elle va mémoriser dans son modèle, je ne sais pas, que les chiens, ça, par rapport au chat, c'est plus grand, c'est plus gros, c'est toutes les différences. Donc, ce n'est pas un modèle capable de générer, c'est un modèle qui construit les différences, qui est capable, devant une image, de dire c'est plutôt un chien ou c'est plutôt un chat. L'IA générative, c'est autre chose. C'est un encodeur-décodeur, c'est-à-dire je mets une masse de données. Alors, la grande différence ici, c'est que le premier est dit supervisé, c'est-à-dire que moi j'ai dit en tant qu'humain, ça c'est un chat, ça c'est un chien, alors que le deuxième, l'IA générative, le deuxième algorithme, qui est celui qu'on a dans le ChatGPT et dont on entend parler partout en ce moment, il est extrêmement puissant parce qu'on n'a pas besoin d'annoter. Il se sert de l'image, de la vidéo ou du texte pour apprendre en auto-supervision. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Je vais essayer de démystifier ça. On va commencer quand même par l'IA prédictive, qui est à mon avis le plus simple. Donc je vous l'avais dit, on cherche à modéliser sur des réseaux de neurones. On a une centaine de différents types de neurones dans notre cerveau. Ça veut dire qu'on a 100 neurones, dans le pilier, mais on en a une centaine de types différents. Or là, cette cellule-là, neuronale, elle vient de l'ère visuelle. C'est ça qui a permis à McCulloch et Pitts, qui étaient deux neurobiologistes, donc, il y a très longtemps, en 43, j'ai dit 47, c'est 43, désolé, de construire le modèle mathématique qui est en dessous. C'est-à-dire qu'on voit dans le noyau ici, là, les dendrites, là, les petits arbres, au bout il y a des boutons synaptiques. La propagation, c'est chimico-électrique. Il y a des boutons où ça passe en chimie, là, on voit les boutons là, à l'autre bout. C'est les connexions avec d'autres dendrites, d'autres cellules nerveuses. Le noyau ici reçoit l'activation qui arrive par toutes les dendrites. Donc ils ont modélisé ça comme ça, en mettant je somme. Je fais la somme de toutes les activations qui arrivent. Je propage le long de l'axone, et ici je fais une fonction d'activation. C'est comment je propage ou pas l'information que j'ai obtenue. Donc c'est une somme et une propagation d'activité. Et cette cellule-là, donc elle est jointe à plein d'autres cellules. Et donc c'est le réseau, on apprend en fait dans les connexions l'information. C'est pas du tout stocké à un endroit. C'est pas comme un ordinateur, un disque dur d'ordinateur. C'est autre chose. On appelle ça une mémorisation distribuée. Quel est l'intérêt de distribuer? Eh bien, s'il y a quelques neurones qui ne sont plus là, je peux quand même reconnaître une forme. C'est assez puissant devant des formes qui sont un peu abîmées. Okay? Là, j'ai représenté un perceptron multicouche. Multicouche, c'est-à-dire plein de couches cachées. Une couche, c'est un ensemble de petits ronds là, de neurones. Et ils sont tous interconnectés dans cette version simple. Les prochains sont beaucoup plus compliqués, il y a des récurrences entre les couches, il y a tout un tas de stratégies bien plus intéressantes, mais dites-vous qu'en gros, ça marche comment? Au départ, toutes les lignes bleues, là, sur toutes les lignes bleues, c'est les connexions entre des neurones.
j'ai un réel qui va être ce que j'apprends. En fait, l'apprentissage, le modèle, ce sont des matrices de réel. Sur chaque couche, il y a des matrices de réel. Donc la matrice, elle fait ça qui multiplie ça. C'est ça la connaissance de mon réseau. Au départ, je l'initialise par des petites valeurs aléatoires. Toutes les couches. Puis je vais lui apprendre à ce réseau à reconnaître des formes. Donc c'est très générique. Je peux lui apprendre n'importe quelle forme. Donc je mets en entrée une forme, par exemple une image, que j'encode sous forme d'un vecteur. Il suffit que je fasse noir-blanc, enfin je me débrouille pour encoder cette image. Je mets ça en entrée, je propage jusqu'à la sortie, et la sortie, c'est là que je vais dire ce que c'est. Et pour représenter la sortie désirée, je vais le faire, si j'imaginons que j'ai chien et chat, je vais dire 1, 0 c'est un chien, 0, 1 c'est un chat. Je présente une image, je propage l'activité, je regarde la distance euclidienne, ça fait une somme des différents coefficients pour regarder la distance que je peux avoir. J'ai un scalaire, et le but du jeu de la rétropropagation du gradient qui arrive en 87, c'est de redistribuer cette erreur sur tous les petits poids. Alors, je vais aller modifier les poids du réseau de couche en couche pour que la prochaine fois que je représente la même image, elle soit plus proche de ma sortie désirée, c'est-à-dire de prédire la bonne forme. Mais je fais ça énormément de fois. Et surtout, je le fais petit à petit. Je bouge de façon très petite les poids. Parce que si je vais trop vite, je vais apprendre des choses fausses. Donc, typiquement, l'enfant, quand il apprend en regardant, avec tous ses sens, peut-être avec sa main, il approche du feu, il sait que c'est chaud, il retire, tout de suite, il a compris qu'il y a un danger. La machine, pour lui apprendre quelque chose, on répète, on montre des images, on stabilise le réseau, ça prend du temps de calcul, de l'énergie. On est beaucoup plus écologique. On va beaucoup plus vite. Notre cerveau est incroyablement puissant par rapport à ces grosses machines. Donc, on va apprendre comme ça de façon répétitive, et puis on va stabiliser le réseau à un moment donné en l'évaluant. Et puis on n'aura jamais 100%. On sera à, dans les meilleurs des cas, 95 ou moins. Je vous avoue qu'il doit y avoir traîné des réseaux en ce moment qui sont utilisés dans des sociétés qui sont moins que ça, qui proposent des prédictions moins hautes que ça, et on va s'en servir pour faire de la reconnaissance faciale, pour faire tout un tas de choses. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais l'utiliser, cette IA prédictive, par exemple, pour la détection de cancer, avec la Profonea, Gustave Roussy, déjà utilisé, et c'est génial. Mais ça ne donne pas toujours une prédiction simple. Le grand sujet, c'est celui de l'interprétation de la prédiction. Quand vous montrez un cliché, moi j'ai discuté avec un médecin qui est spécialiste du stade 5, qui a 30 ans de cohorte de patients, et qui a entraîné des systèmes. Donc il me disait, voilà, quand j'ai 75% de chance ou de malchance d'avoir un cancer, que faire ? Moi, avec mon expérience, je sais dire c'est un faux positif ou pas. Quand il a un doute, il va demander une biopsie, mais il ne va pas le faire à chaque fois. Puis il a vraiment une grande pratique. Il me dit, le problème, c'est les jeunes médecins qui arrivent. Ils n'ont absolument pas cette capacité-là. Ils suivent forcément ce que dit la machine. Et c'est là où est l'enjeu. C'est comment on va être en capacité d'améliorer nos détections sans connaître comment marchent ces systèmes. Et en ce moment, on n'a pas une éducation partout pour expliquer comment ça marche. Donc on doit croire ces grands systèmes qui encapsulent en plus tout, au lieu de nous expliquer comment ça marche, nous font une espèce de boîte globale en dessous, il y a tout un fatras d'algorithmes qui dans tous les sens, et on doit croire le résultat. Et je pense que c'est ça le vrai danger. Il faut absolument que ce soit plus transparent. Plus explicable, ça ne le sera pas forcément. La machine que je vous ai montrée tout à l'heure, si je lance une autre initialisation des poids du départ, j'aurai une autre modélisation. Elle sera assez proche de la première, mais elle sera différente. C'est un autre point de vue. Et donc, quand j'ai fait dans ma thèse, moi je faisais 10 réseaux en parallèle, ils n'avaient de différence que l'initialisation. Je les nourrissais des mêmes données, et j'étais capable, en sortie, de mélanger les résultats pour avoir des choses de plus probants. Donc, il faut bien comprendre que c'est une approximation d'une fonction complexe que je ne pourrais pas écrire, moi, si je voulais la décrire. Donc, c'est très aidant dans plein de situations, mais à condition qu'on fasse
des interfaces, qu'on soit au courant et qu'on puisse les utiliser de façon précautionneuse, ces résultats. Donc ça peut être utile pour beaucoup de choses. On a vu qu'en météo, pour les prévisions météorologiques, c'était meilleur que les modèles physiques. Pourquoi? Parce que ça va chercher, avec une acuité différente, plein d'indices. On peut mélanger des indices climato, de l'environnement, avec des indices liés à la santé. On peut faire des tas de choses qu'on n'a jamais fait avant, parce que ces machines nous permettent de voir en grandeur des signaux hétérogènes, avec une capacité de faire remonter des choses qui peuvent être intéressantes, comme apprendre de la bêtise totale. Donc, on a besoin de mieux maîtriser ces objets et de faire en tout cas des interfaces qui puissent, par verticale, par métier, aider beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Où on nous demande d'avoir confiance. L'IA de confiance. L'IA générative est très différente, comme je l'ai dit, puisqu'elle sert à encoder, décoder. Alors, comment ça marche? C'est basé sur un principe très très simple, qui est l'hypothèse distributionnelle. Pour les gens comme moi qui ont fait du traitement de la langue, c'est-à-dire reconnaissance de la parole, puis après comprendre le sens, répondre d'un dialogue, ce qui est très compliqué, c'est la sémantique. Alors on crée des ontologies. On dit la famille, c'est une maison, un papa, une maman, des enfants, un chien, une fille. On crée des choses comme ça. Bon, on peut le faire de façon plus automatique, mais ces machines vont le faire avec une incroyable puissance qui est liée juste à la considération suivante. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. C'est l'idée qu'on connaît un mot grâce à ses voisins, aux mots qui l'accompagnent. Okay? Si je vous dis le petit tatata boit du lait, c'est quoi tatata? Chien, chat, enfant, on va vite faire un tri sur tout le reste. Si je suis capable d'encoder le mot par les contextes majeurs dans lesquels je vois ce mot, je vais pouvoir produire, régénérer après, puisque un encodeur, ça crée ce modèle compact, fondé sur ce qu'on appelle le contexte des mots. Donc, si je prends l'exemple des mots, et pour les images, c'est le contexte de l'image. Donc je crée des unités qu'on appelle des tokens, qui sont les unités minimales, et j'encode pour chaque unité un vecteur de numérique qui contient les contextes dans lesquels j'ai eu ces mots, c'est-à-dire d'autres tokens dans lesquels j'ai eu ce mot, qui était proche de ce mot. Et je fais monter mon modèle comme ça avec des milliards de mots. Et ça devient incroyablement malin. On a tous été un peu surpris quand même que ça devienne aussi malin. C'est-à-dire que ça donne l'impression de produire des phrases qui sont proches de ce qu'un humain va produire. Ok? Sans faute d'orthographe. Bon. La puissance est liée donc, à la taille des données utilisées. Les tokens qui sont utilisés dans GPT 3.5, ils étaient de 3,5 caractères. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas les mots. Hein. C'est en dessous des mots, donc c'est du puzzle. Lorsque je produis, donc j'encode et je décode, je régénère, c'est un peu comme la complétion des mots. Vous voyez, vous commencez le début et hop, ça vous sort la suite. Donc c'est ça que fait cette machine avec le début de la phrase. On appelle ça un transformer. Il y a des mécanismes d'attention pour repérer les mots qui arrivent ensemble et qui sont non pas, comme dans les modèles de Markov qu'on utilisait avant, des mots proches séquentiellement, c'est-à-dire N+1, N+2, N+3, ils peuvent être loin. Il y a des mécanismes pour aller chercher des mots qui ne sont pas si proches que ça dans la phrase, qui sont peut-être dans le paragraphe d'à côté, dans la phrase d'à côté. Et c'est ça aussi la puissance de ce système, c'est d'aller chercher des régularités, des mots qui viennent ensemble dans des ensembles énormes de mots. Alors, vous me direz, il ne faut pas être surpris quand vous êtes sur une niche, vous posez une question à cette machine très précise, personne n'en parle beaucoup sur Internet, vous allez retrouver votre réponse. C'est pas malin, c'est juste qu'elle est toute seule, c'est facile de la retrouver. Là où c'est plus difficile, c'est quand vous posez des questions très générales. Là, la machine, elle voit plein de choses différentes, des connaissances, des avis, des opinions, des fake news, tout ce que vous voulez. Et là, bon, elle patauge un peu, elle va dire c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, puis ça nous fait une espèce de guimauve, on ne sait pas trop quoi faire avec, et des fois c'est complètement fou. Quand je demande la bibliographie de quelqu'un, eh bien, si la personne elle a un nom extrêmement peu fréquent, ben, surtout si ça arrive une fois ou deux, on va retrouver quasiment sa bio. Si vous avez Dupont-Durand, ben, vous allez retrouver tous les Dupont-Durand mélangés, en gros. Donc il faut bien comprendre que ce système, il est quand même assez impressionnant. On ne savait pas faire la sémantique de façon très affûtée,
c'était un vrai Graal, hein, de trouver comment on allait finalement encoder cette sémantique, et cette machine est assez intéressante. Voilà. Donc il faut bien comprendre le pouvoir que ça peut avoir, tout en comprenant les limites. Et donc on fait des calculs sur des mots. Les mots sont représentés par des vecteurs de contexte, et on peut regarder que deux mots, par exemple des villes ou des continents, vont se retrouver dans les mêmes espaces, parce qu'ils ont des contextes qui sont proches. Chat et chien, ça va se retrouver dans les mêmes espaces. Après, ça hallucine. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça hallucine? On met des filtres. Et dans les filtres, il y a toute une ribambelle de filtres, à l'heure actuelle, de techniques pour améliorer la sortie du système, pour éviter que ça dise des bêtises. Okay, donc, on va enlever le fait qu'on puisse se suicider, etc. Mais on peut quand même demander une histoire à la machine de quelqu'un qui va se suicider. Il va raconter quand même quelque chose. Donc, c'est très difficile, en fait, de filtrer. Et ça va même à une censure. On va se dire, on ne veut pas qu'un tel parle. Donc ça serait intéressant quand même qu'il y ait un peu d'éthique sur la censure qui est faite. Donc quelles sont les utilisations de tout ça? Beaucoup de choses. On peut faire du design, on peut faire de la synthèse musicale, on peut faire de la créativité dans tous les sens, qui n'est pas vraiment une créativité, parce que finalement, ça reprend les motifs qu'il y a dans le corpus de début, et puis ça fait un puzzle avec ça, et ça vous recrée quelque chose d'autre. Donc, on peut retrouver quelqu'un de connu dans une image qui peut faire un procès, comme on peut retrouver le dernier article du Monde qui dit, bah non, attendez, droit d'auteur, et en même temps on peut trouver une histoire qui est totalement différente, et puis on va se dire, ah mais c'est intéressant. Qui dit c'est intéressant? C'est vous. Qui a fait ces systèmes? Ce sont des humains. Qui a décidé d'utiliser telles données? Ce sont des humains. D'où ces données viennent? Elles viennent d'humains. Est-ce que vous êtes poli, par exemple, avec ChatGPT? Qui est poli? En disant s'il te plaît, merci, tout ça. Non? Eh bien, vous devriez. Pourquoi? C'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon article du MIT qui explique que plus on est poli, plus on a une performance élevée. Pourquoi? Parce que ce sont des données de personnes polies qui ont été utilisées pour l'apprentissage. Pensez toujours à ça. Si je prends Minecraft de Hitler, je vais aller très très loin, je le mets dans les données d'apprentissage de la machine, en sortie, j'ai du Hitler. Hein. Et avec quelques facéties autour, des inventions un peu puzzle, mais globalement, j'aurais ce qu'il a dit. Donc c'est très important de comprendre l'importance de sélectionner les données correctement. Donc avantage, efficacité accrue. Donc j'ai plus besoin de mémoriser plein de choses, je demande à cette machine, elle me répond. Économie, créativité, j'ai plus besoin de dessiner. Je demande dessine-moi ce que tu veux, la machine dessine. Fantastique. Prise de décision améliorée, écoutez, je vais vite, je vais vous montrer ce qu'on fait, il y a un autre article intéressant à ce sujet. Les inconvénients, propriété du contenu généré, de temps en temps j'ai expliqué les choses, parce que les grands constructeurs de ces systèmes ont été quand même faire une razzia assez large sur tout ce qui était sur la toile, donc sans se préoccuper des droits d'auteur. Les modèles sont limités à la quantité de données présentes, alors c'est forcément le passé, c'est l'histoire qu'on est en train de mettre dans ce système, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut bien penser que ce sont des données historiques. Et il y a des informations, des faux contenus, donc ça génère de la confusion. Alors à vous, voici 3 images. Il y en a une qui est faite par un humain et les 2 autres par des machines. Quelle est l'image qui vient d'un humain? Est-ce la 1? Vous levez la main. Est-ce la 2? Est-ce la 3? Bon, vous êtes très fort. Pourquoi? C'est Stable Diffusion. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est très difficile, puisque ça fait un puzzle, il faut qu'on raccroche l'écriture. Là, c'est évident. Et maintenant, les dessins d'enfants. Est-ce le 1? Le 2? Le 3? Bon, j'ai vu plus de gens pour le 3, vous avez encore gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits traits qui dépassent un peu partout, là, et donc c'est plutôt rare. Donc la moyenne des dessins, quand on demande fais-moi un chien, on va plutôt faire un chien comme au milieu. Et le premier, quand on voit le premier, attention, il a les yeux d'un vrai chien. C'est une composition entre des images et une photo. Donc il faut apprendre à se méfier. Maintenant, on fait des deepfakes un peu partout, des films, et on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai.
Voilà. Donc ça va très vite. Moi j'ai fait partie du comité national pilote d'éthique du numérique qui a été monté grâce à Cédric Villani qui avait écrit Le sens de l'intelligence artificielle et qui préconisait non seulement de faire des instituts de recherche mais également d'avoir un comité sur l'éthique. Donc on a été missionné par le gouvernement sur plusieurs sujets. Moi j'ai travaillé sur les agents conversationnels justement et puis ensuite sur les IA génératives. Vous voyez, c'était mes principal sujet, et puis j'ai participé à d'autres, comme le métavers, quand on en parlait, ou l'aide à la décision médicale, la reconnaissance faciale, la voiture autonome. Si ça vous intéresse, vous tapez CNPEL, et vous avez une dizaine d'avis, 12 avis, qui reprennent de façon assez concise ce qu'est le domaine et quelles sont les recommandations pour les gouvernements et pour les citoyens d'utilisation de ces systèmes, ou de compréhension de ce qu'ils font. Donc sur celui-là, sur l'IA générative et les enjeux d'éthique, j'étais avec Raja Chatila, qui est roboticien, qui est maintenant classe exceptionnelle, et avec Saïd Benboum, qui est philosophe, qui est au CEA, qui travaille sur le quantique. Donc, on a constaté la vitesse des transformations sociales et économiques qui vont à une allure telle qu'on est déjà en train d'utiliser les choses sans les avoir évaluées. C'est jamais arrivé. L'absence d'évaluation de la véracité des résultats, la machine n'a aucune vérification à faire ses sources. Pour un chercheur, les sources, c'est l'essence même du travail. On s'appuie sur les sources des autres pour avancer. Et là, qui l'a dit? Alors moi, je demande à tous mes étudiants d'interroger ChatGPT et de me mettre des sources dedans. Donc, c'est obligé d'aller vérifier. La meilleure façon de... Et quand on dit aussi souvent, après que je présente le dis, quel est le meilleur système à utiliser? Alors je dis, je ne peux pas dire qu'il y en a un meilleur. Il y en a des différents, il y a plus ou moins bons, certes, mais je vous encourage à en utiliser plusieurs en parallèle, avec les mêmes phrases d'entrée. Vous verrez bien les différences. Du coup, ça devient machinique lorsqu'on a plusieurs réponses à la même question. Plutôt que de devenir copain avec un seul, là, essayons de voir la latitude de réponse possible à travers ces machines. Manipulation d'utilisateurs sans responsabilité. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Si on a poussé, nous, l'Europe, à parler de watermark, de filigrane, c'est-à-dire être capable de mettre dans ces images ou ces films qui sont générés que c'est fait par des machines. Alors, ça peut être hacké aussi, le filigrane, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais avec un logiciel, vous pouvez passer dessus et puis ça vous dit, bah oui, c'est fait par une machine. Multilinguisme, très important. Parce que la plupart de ces systèmes sont faits par le monde anglo-saxon avec des données en anglais et en américain. Donc quand la MA3 nous dit j'ai fait un système formidable, il y a 95% d'anglais et dans les 5% restants, il y a 30 langues. Donc qu'est-ce que ça veut dire de nos idéaux, nos valeurs, notre poésie, je ne sais quoi, ce qui fait que nous sommes un collectif, une nation, une histoire, des grands noms, des gens qui réfléchissent, tout ça est mis dans la grande soupe de tout et de beaucoup de données d'anglo-saxons. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi je voudrais que tous ces grands qui sont en train de faire ces systèmes soient capables d'évaluer la puissance de modification des idées politiques. Je prends un exemple. Quand vous regardez, vous demandez à cette machine, faites-moi une image de quelqu'un qui vient de recevoir un diplôme. Bah, vous allez la voir à l'anglo-saxonne avec un petit chapeau, machin. Très bien, la toge, c'est super, mais bon, ce n'est pas notre culture quand même. Or, ça arrive comme ça. Donc, il faut faire très attention quand même à ce qu'on va en faire. Si généralement, dans toutes les administrations, on a ça, bon, c'est une espèce de puissance souterraine qui arrive à nous donner des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Respect de la diversité culturelle, je veux le dire, je ne parlais pas des biais de genre qui existent forcément, puisque l'histoire était déjà un peu stéréotypée sur plein de choses, donc on ne fait que répéter. J'ai même une petite phrase qui dit 80% des codeurs sont des hommes, 80% de ces systèmes sont féminisés, lorsqu'il s'agit d'objets. Les voix sont féminines, voire les faciès sont des jeunes filles, les robots sexuels sont féminins. Au Japon, ils essayent le 2, mais ça marche bien quand c'est féminin. Bref, que veut dire ce monde? Ou quand j'appuie sur le bouton, j'éteins cette chose. Quelle est la fascination? Alors, j'avais demandé à un banquier suédois que j'avais vu dans une émission. Il se targuait d'avoir une IA extrêmement humaine. Elle s'appelait Greta. J'ai dit pourquoi c'est pas Kirk déjà?
Et il m'a dit, mais en fait, j'ai fait un sondage. J'ai demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent des voix de femmes. J'ai demandé à mes clientes qu'est-ce qu'elles préfèrent. Elles préfèrent des voix de femmes. Bon, j'ai suivi mes clients. Et si tout le monde raisonne comme ça, le monde entier va se retrouver avec plutôt des codeurs masculins et plutôt des objets féminisés. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, sur le futur? Éducation, coadaptation des cerveaux, on voit qu'on s'adapte. On va augmenter notre capacité de comprendre des choses, on va surtout améliorer, ce que je disais, pas augmenter, mais améliorer. Dans l'augmentation, il y a l'idée que c'est une prothèse et je ne sais pas pourquoi ça l'augmente. C'est ça qu'il ne faut pas. Je voudrais que demain, tous les systèmes dans l'IA que nous utilisions puissent nous amener une certaine connaissance, une certaine compréhension du monde que je n'ai pas vue. Alors, ce n'est pas forcément l'explication exacte de ce que fait le réseau mathématique, mais plutôt une interprétation de cela. C'est ça qu'il faut pousser partout. On va aller quand même dans ce sens-là. Peut-être que pour la meilleure façon de comprendre, c'est ces images de cancer décelés de façon précoce, où les signaux, finalement, les médecins qui ont vu apparaître ces signaux commencent à comprendre comment ils arrivent, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut être vrai ou pas, à force d'en voir. Donc on va peut-être améliorer notre façon de comprendre beaucoup des signaux qui nous entourent. On ne comprenait pas jusque-là. Dépôt aux énergies, c'est évident que la cellule vivante consomme moins. En plus, elle ne se répare toute seule. C'est fantastique. Elle se duplique des fois. Donc peut-être que demain, on aura des objets faits par des cellules vivantes. Vous voyez ? Alors, jusqu'où on va aller, je ne sais pas. On fait plein de choses avec ça, là. Donc, démystification, la température c'est un truc rigolo, c'est un hyperparamètre à l'intérieur de ces systèmes. Quand vous avez eu ChatGPT 3.5, il y avait une température qui n'est pas à zéro, ce qui fait qu'il ne prend pas le meilleur possible de token quand il produit la génération, il va prendre parmi les 10% meilleurs. Plus la température est élevée, plus il va chercher des trucs dans les possibles, dans le treillis, dans le lointain. Donc ça lui donne un aspect créatif. Copilot, Bing, avait montré ça. Il y avait le prompt et au-dessus il est marqué très précis, un peu créatif, très créatif. C'est les seuls que j'ai vu voir quelque chose au moins qui permet d'acculturer un peu. Vous pouvez jouer avec les boutons, là, poser la même question, vous regardez très créatif ce que ça donne, pas créatif ce que ça donne. Et pourtant ça n'a pas été bien expliqué autour. Il y a les 3 boutons là, mais on ne sait pas comment, où c'est expliqué. Pourquoi on ne met pas plus en avant l'idée d'améliorer notre compréhension de ce qui est en train de se passer, encore une fois. Donc, certains disent la machine s'adapte à moi, elle ne s'adapte pas à vous. Par contre, quand on pose plusieurs questions de suite, l'historique, c'est de rajouter les tokens de la première réponse à la deuxième question. Donc, je rajoute des informations. Donc, forcément, c'est plus précis. Et forcément, je vais mieux arriver à ce que je veux. Le grand jeu actuel de tout industriel, c'est de minimiser les hallucinations. Plutôt que d'augmenter la compréhension de ce que fait le système, il minimise les hallucinations. Okay ? Donc il faut sans doute faire un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Le travail ELIA, c'est très intéressant, c'est Harvard qui fait une évaluation avec BCG et MIT et d'autres sur la capacité d'augmentation, alors on parle d'augmentation, d'amélioration, on va dire d'amélioration c'est mieux, de la qualité du travail quand on utilise GPT-4. Donc ils ont demandé à 758 consultants de BCG de se séparer en 2 groupes, ceux qui vont utiliser GPT-4, les autres qui n'utilisent pas GPT-4. Ils vont faire 18 tâches différentes, trouver des idées de produits, un nom pour le produit, ça s'adresse à des capacités différentes, l'analyse, la synthèse, la rédaction, la créativité, voire la négociation, et ils vont avoir des résultats intéressants. D'abord, ils ont fait un test parmi leurs consultants pour voir ce qui était les plus... comment dire, background plus, ou je ne sais pas comment ils ont. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce test, donc je ne pourrais pas vous dire sur quels critères. Mais en gros, ils ont rangé par plus fort et le plus faible, je ne sais pas sur quoi. Premier résultat, l'humain augmenté, donc l'IA, amélioré par l'IA, est meilleur que l'humain seul. Plus rapide, avec un spectre de créativité finalement pas bon. Les consultants qui étaient les moins performants ont bénéficié de l'augmentation la plus importante, mais sans grande diversité. Ils n'ont pas été chercher le côté créatif qui proposait la machine. Troisième information qui me semble être la plus intéressante et la plus préoccupante, c'est que, comme il y a 18 tâches, eh bien, au début,
ça se passe bien, il y a moins de vigilance au fur et à mesure qu'on va continuer les tâches. Parce que c'est notre collègue l'IA qui fait le travail. Donc ça devient quelqu'un de confiance. Par habitude, on va tous y aller. Et donc on va faire confiance. Si vous utilisez ChatGPT, vous l'avez utilisé une fois au début, on se méfie, puis maintenant ça répond bien. Et ben voilà. Et ben, c'est pas comme ça qu'il faut réagir face à cette machine. C'est comme quand vous lancez un dé, il y a un côté aléatoire à chaque fois. Pensez au dé à chaque fois que vous demandez un truc à cette machine, pour au moins avoir la capacité critique vis-à-vis des résultats qu'elle propose. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir ça. D'autre part, il y a des tâches qui sont faciles pour la machine et d'autres qui sont très complexes. Ce serait important de savoir ce que c'est. Des principes éthiques, il y en a beaucoup qu'on connaît déjà pour d'autres objets. Je dirais que pour les machines, il faut absolument qu'on travaille sur l'équilibre homme-machine, la perte de compétences, l'autonomie. Pourquoi ? Parce que moi j'ai fait des tests un peu comme BCG avec des étudiants en la Sorbonne, avec des différentes tâches à faire, en mathématiques, expression écrite, logique. Pareil, j'ai fait 15 exercices. Je demande aux élèves de les faire sur table, sans machine. Ils répondent. Puis je leur propose d'utiliser GPT-4. Ils utilisent GPT-4. Le résultat, moi, c'était pas qu'ils étaient tous augmentés. Hein. Il y en a qui étaient tout à fait rationnels, sans machine, et qui ont changé d'avis parce que cette machine leur a proposé une autre solution. Alors, je n'ai pas encore enquêté pour savoir pourquoi diable, de temps en temps, on change d'avis à ce point-là, mais est-ce que ça va être une perte de rationalité par convenance, par paresse, parce que ça représente une autorité? Donc, il faut vraiment faire très attention à ce désapprentissage ou à cette perte d'apprentissage qui est un risque pour l'éducation. Donc, c'est important de tracer les raisons des résultats, que ce soit plus transparent, mais aussi donc qu'on évite l'anthropomorphisme, le piège que la machine a une personnalité morale et qu'elle a des attentions pour vous, etc. Sinon, repensez aux jeunes opioïdes avec sa fée clochette, ça ramène un peu cette idée à cette juste valeur. On a aussi travaillé donc, sur d'autres avis au sein du Comité national pilote d'éthique du numérique, comme par exemple les chatbots, et là je vais juste parler de la mémoire des morts. Qui n'a pas envie de se souvenir des gens qui sont plus là? Donc comment on va gérer ça? Au Japon, ils ont prévu un rituel. Donc pendant le rituel de deuil, qui dure 44 jours, ils peuvent utiliser des outils comme ça, en projetant le visage du défunt, mais ils le font avec une certaine dignité, ils rejouent des phrases que le défunt a dit. Parce que là, si j'ai le puzzle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la machine peut très bien dire quelque chose que la personne n'a jamais dit. Quel cas, c'est un problème de dignité. On va faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Hein, c'est du fake news, là. On voit le deepfake, tous ces trucs-là. Donc il faut faire attention. Les émotions vont être de plus en plus présentes dans ces machines. L'IA Act, on a un triptyque sur lequel il faut vraiment s'appuyer. C'est la loi sur l'IA qui va définir un certain nombre de lignes rouges, en même temps avec des choses qui sont impossibles à mesurer. Qu'est-ce que la manipulation subliminale? Comment je détecte? Parce qu'on interdit la manipulation subliminale. Bon, qu'est-ce que c'est subliminal? C'est conscient, subliminal, inconscient. Bon, et on n'est pas tous fait pareil. Donc comment on va définir qu'un tel a perçu cela et lui non? Et comment on fait pour mesurer cela? C'est bien beau de dire c'est interdit. Donc c'est compliqué. Le contrôle humain qui doit être assuré, qui est un principe important, ben comment on va être sûr que l'humain contrôle? Comment on va faire ça? Donc on a bien la loi sur l'IA qui met des règles, des lignes rouges. Les chatbots ne font pas partie des systèmes à haut risque. Ils ont en fait une graduation de interdit à haut risque, moyen risque, pas de risque. Il faut faire très attention aussi à ça. Et je pense qu'il faut vraiment s'approcher de ce qu'est l'éthique. L'éthique, c'est pas juste de la philosophie. C'est un outil pour essayer de comprendre, dans le contexte dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant. Alors, il y a l'éthique pour la personne et l'éthique pour la société aussi. De temps en temps, ce qui est bien pour vous n'est pas bien pour la société ou vice-versa. Quand vous êtes sous Waze, là, vous avez l'impression que c'est vachement bien. En fait, c'est bien pour un grand nombre de gens. Donc c'est pour ça que de temps en temps, la route qu'on prend, nous, en allant rapidement à côté de chez nous, on a un petit truc là, les autres ne l'ont pas. Donc on va dire, ah mais c'est bien meilleur que Waze. Bah oui, parce que c'est n'utilise pas sa fonction en fonction de vous, en fonction d'une masse de gens. J'ai pris un taxi derrière moi, là, en rentrant d'un spectacle, et la personne a pris un sens interdit. J'ai dit, monsieur, vous êtes dans un sens interdit. Non, Waze m'a dit de passer par là. Donc attention à la paresse, là, de penser que tout ça a raison. C'est pas vrai.
Donc il est essentiel d'éduquer, essentiel de développer ces IA sans substituer les compétences professionnelles. Il faut bien faire attention à ce qu'on va laisser en autonomie à ces machines et ce qu'on ne va pas laisser. Il faut rester en responsabilité des différentes actions qu'on va faire à ces machines. Donc il faut rester en responsabilité, il faut savoir le faire. Il faut imaginer le bug de Microsoft qu'on a vu, là, rien ne marche. Il faudra quand même que la société continue de marcher, vous trouvez des plans B. Et puis, il faut penser aux autres dimensions. Pour moi, le travail, c'est 3 grandes dimensions. La responsabilité de ce qu'on est en train de faire, les choses qu'on appelait avant le mérite, mais qui n'est plus un mot à la mode, on va dire l'engagement ou la conscience de bien faire, et puis le dernier qui est la créativité. Si on veut continuer à être intelligent collectivement, il y a intérêt à ce qu'on forme des talents qui aient des ouvertures d'esprit créatives et qui ne soient pas standardisés par des machines qui vont tout faire à notre place. La main fait partie de l'outil créatif. La main, pas seulement pour l'art, la main pour tout, la main pour l'empathie, la main le lien avec les autres, et la machine n'a rien de tout cela. Donc, encore une fois, on peut être amélioré par une connaissance meilleure de notre environnement, dans cette interaction avec les machines qui vont calculer pour nous, mais elles ne vont pas nous rendre meilleurs humains. Donc, il faut vraiment trouver un autre paradigme pour en parler. Alors, j'essaie de faire ça pour les enfants, puisque dans la présidence de Blaise Pascal, il y a cette idée de médiation scientifique pour les jeunes. Pour qu'il y ait plus de filles aussi en sciences, je pense qu'il faut aller assez vite à l'école en parler, c'est-à-dire, moi j'ai pensé CE2, CM1, CM2, ça serait pas mal, avant que le lycée arrive avec toutes ces classes à gérer, tous ces différents professeurs. Ça me semble pas mal d'aller parler de ces usages. Ils ont des téléphones dans les mains, ils ont des grands frères qui vont sur Internet. Et j'ai essayé de faire ça grâce à Edouard Philippe Loire. Voilà, on a montré des capsules, c'est des petits films qui montrent qu'est-ce que c'est que la prise de l'attention par le dopamine aux enfants. Ils mémorisent tout à la fin. Hein. Ils disent le dopamine, l'hormone du bonheur. C'est pour ça que je lâche pas mon portable. Ah ouais, bien. Continuez comme ça. Je sais pas combien de temps ça dure, mais en tout cas, avec une fille ou un garçon sur Internet, qu'est-ce que c'est que finalement Green et Al, qu'est-ce que ça consomme. J'avais même fait un, c'est ordinateur fait mes devoirs. Vous voyez, ça, on est clair au moins, on l'explique. On explique quand ça c'est pas bon. On a 10 capsules, on essaie de faire passer à l'école. C'est difficile de passer. Nous, on est un ensemble de bénévoles, hein, professeurs, chercheurs. Cédric Vinali fait partie des bénévoles. Hugo Duménil aussi, donc 2 médailles filles en mathématiques. On essaye le plus possible de pousser ces bonnes idées à l'école et on n'a pas beaucoup de retour. On dit non, il manque de passer par tout ça, là. Tous ces embouteillages de comités à n'en plus finir font que peut-être que les enfants ne verront pas cela, et ça sera toujours le programme scolaire. Dernier point, donc j'ai écrit pièce de théâtre avec Serge Abitboul et Gilles Doël, que je vais retrouver dans pas longtemps, parce que ce soir on parle à une radio de cette pièce. Elle est jouée à Paris en ce moment, donc c'est à côté des Folies Bergères, ça s'appelle La Scène Parisienne, à 19h30 le mardi, et vous avez encore 3 soirs, parce que le jour de Noël on ne va pas jouer, c'est un mardi, et donc le 3, le 10, non, 4 soirs, le 3, le 10, le 17 et le 31. Vous pourrez aller voir qui a appelé Garbucia. C'est l'idée un peu truculente, hein. On s'est beaucoup amusé, on l'a écrit pendant la Covid, de mettre en scène un chatbot qui est en fait un humain, c'est 100% humain. Hein. C'est un chatbot qui est joué par un humain, et ça ne pouvait pas être une machine, tout simplement parce qu'on montre la progression de l'apprentissage de la machine. Et ça, on n'a pas de machine sachant faire cela. Et d'autre côté, il n'y avait pas de ChatGPT et autres, on en avait quelques-uns, mais on n'a pas utilisé d'outils pour nous aider à l'écrire. Croyez-moi, si vous écoutez la pièce, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc quand la machine est émotionnelle, elle fait du tutti quanti, et on apprend à la fin que la machine ne va pas se rebeller contre les humains, mais qu'elle va devenir peut-être philosophe, et c'est intéressant à voir aussi quel type d'attachement, quel type de relation on pourrait avoir avec ces machines. Je vous remercie. Cher professeur, merci infiniment pour cette présentation si bien illustrée, mais qui sûrement soulève beaucoup de questions, même si elle a clarifié l'intelligence artificielle pour beaucoup d'entre nous. Il reste évidemment un certain nombre d'interrogations.
Alors, nous sommes accueillis toujours à bras ouverts, si je puis dire, par notre maire, Florence Berthoud, mais cela a quelques contraintes et nous sommes obligés de quitter la mairie à 19h. Donc, il reste très peu de temps pour les questions. Donc, allons-y pour 3-4 questions très courtes. Et